de t'intéresser à la bourse, ou t'es né avec ça, t'es né dans la marmite dedans dès le début, qu'est-ce qui t'a intéressé, et aujourd'hui, quel est ton rappelle un peu ton historique, les différentes sociétés que tu as faites, et aujourd'hui, quel est ton statut, ce que tu fais. Bonjour André déjà, bonjour à tous. Alors merci pour cette interview. Alors pour dire un peu plus sur mon parcours, qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui chez IG, depuis quelques mois d'ailleurs, comment j'ai évolué depuis plusieurs années. Alors j'aimerais dire que c'est un parcours qui est relativement classique à la base. C'est un parcours simple, un bac scientifique. Derrière, je voulais faire médecine à la base, pas du tout lié au marché. Et puis la volonté de travailler sur les marchés est arrivée par le fait que j'ai commencé à traiter assez jeune sur les marchés. Il n'y avait pas de broker à l'époque d'ailleurs qui était implanté sur les marchés français, donc j'ai commencé à faire des devises chez des brokers américains. Alors, je vais revenir. Voilà. Donc, le goût des marchés est arrivé à ce moment-là, et ensuite la formation a découlé de ça. Je commençais à intérêt pour les marchés, et donc j'ai commencé par une école de commerce classique en 4-5 ans, 5 ans d'ailleurs. Ensuite, j'ai démarré chez BNP Paribas en gestion privée, donc pour 3 ans et demi, une bonne expérience. J'ai ensuite voulu rentrer plus en détail dans la partie conseil marché notamment. Et j'ai intégré une autre banque, une banque plus patrimoniale, qui s'appelait Robeco, qui est absorbée depuis par Odo. Donc Robeco, j'ai passé 2 ans chez eux en gestion, notamment en conseil en tout cas sur les OPCVM. Et ensuite, un courtier s'est implanté en France, que vous connaissez tous, qui est Saxo. Et j'avais décidé qu'effectivement à l'époque, il y avait un vrai marché pour les brokers qui arrivaient, donc IG, Saxo et ceux que vous connaissez. Et donc j'ai intégré le Saxo Bank, je suis resté 3 ans et demi chez eux. Et ensuite, un départ un peu mouvementé, et puis donc j'ai rejoint IG il y a quelques mois de cela, très bon accueil, et donc IG, qui je le rappelle, et c'est pour ça en partie que je les ai rejoints également, qui est leader mondial des CFD, donc une puissance financière extrêmement forte, cotée en bourse, 2,5 milliards de cotation en bourse. Oui, voilà, c'est ceux qui n'ont encore qui IG, donc IG, vous avez la marque qui est derrière, donc IG c'est les CFD, exclusivement les CFD Forex, CFD indices, matières premières, commodities, donc matières premières, obligations également. Et donc, je travaille dans la banque maintenant, quasiment à la banque finance depuis à peu près 13 ans, voilà mon parcours. Plus spécialisé sur un type de produit, plus une analyse fondamentale, une analyse technique, et est-ce que c'est plus le forex, plus les matières premières, plus les actions, ou un peu tout? À la base, c'est vraiment les devises. Je suis arrivé au marché via les devises, j'ai fait une spécialisation plutôt devises, et ensuite on est amené rapidement à s'intéresser aux corrélations. Corrélations entre les indices, entre les devises, entre les matières premières, donc obligation finalement d'avoir un spectre d'analyse assez large. Et au début, j'étais quelqu'un de très technique. Je suis rentré finalement sur les marchés quasiment par le biais d'analyse technique, quasi exclusivement par le biais d'analyse technique. Et ensuite, j'ai évolué parce que, en termes de résultats, c'était beaucoup plus probant de cette manière-là, par l'analyse fondamentale. En gros, analyser l'économie réelle, analyser les chiffres concrets, les statistiques, les déclarations, ce qui fait réellement l'économie, les décisions de banque centrale par exemple. Et on se rend compte aujourd'hui que ce qui fait bouger le marché avant les niveaux techniques, qui comptent également, sont très importantes pour la définition d'objectifs, mais c'est avant tout ce qui se passe dans l'économie réelle. On le voit avec les banques centrales, on le voit avec les déclarations, avec les chocs politiques qu'on a pu avoir en Europe. C'est avant tout une décision et un élément macroéconomique qui fait bouger le marché. Et ensuite la partie technique, l'analyse technique, vient en complément pour déterminer l'objectif précisément. Tu n'arriveras pas à me convaincre, mais bon, moi je pense que c'est l'analyse technique qui traduit, effectivement, les marchés bougent parce qu'il y a des raisons fondamentales, certainement, tous les intervenants ont des raisons pour lesquelles ils agissent d'acheter ou de vendre, mais qui fait le marché, pas l'économie, c'est les intervenants. Les intervenants agissent pour des raisons, mais indirectement, ces raisons, l'économie est indirecte, la bourse est indirectement économique. La bourse est surtout technique, je dirais pas technique dans le sens pur graphique, analyse technique, mais technique dans le fait que c'est le flux de capitaux qui se positionne à la hausse ou à la baisse qui va faire monter le marché. Toi, tu es passé du camp de l'analyse fondamentale, un peu plus. Alors c'est un mix, ça sert un mix. C'est important de ne pas, je trouve, départager l'un et l'autre. C'est important d'avoir les deux, parce que les deux sont essentiels dans mon approche des marchés. Mais on reprend un cas concret, récent d'ailleurs, l'action de la Banque Centrale Européenne. On a plusieurs fois le discours de Mario Draghi, de plusieurs membres de la BCE, qui laissaient clairement entendre, en filigrane, que la zone psychologique à ne pas dépasser, c'était les 1,40. On a vu que le marché s'est arrêté à quelques pips seulement des 1,40, avant de repartir nettement à la baisse. Donc c'est bien à la base une crainte du marché, d'une action de la Banque Centrale Européenne, qui a poussé le marché à la baisse. Et après, des niveaux techniques ont été cassés qui ont catalysé la baisse. Et là, effectivement, je te rejoins parfaitement, ce sont ces cassures de niveaux qui accélèrent les mouvements et qui font que les investisseurs, effectivement, rentrent plus puissamment à un moment donné parce que les niveaux ont été validés. Mais avec toujours la décision
président de la Banque centrale européenne, qui a, en tout cas, les rumeurs, en tout cas, qui ont encadré dans notre premier temps cette décision, qui ont fait pas mal bouger le marché. Ok, donc on te connaît un peu mieux. Tu nous as pas dit si tu étais marié. Je crois que tu as eu un heureux événement il n'y a pas longtemps. Alors, je vis dans le péché, mais oui, je suis papa depuis 1 mois et demi, donc bel événement, mais pas encore marié. Alors, et ton âge, tu as dit? J'ai 33 ans depuis le mois de mai. D'accord, 33 ans. Ok, félicitations. Alors, on connaît un peu mieux, on connaît IG, on voit un petit peu la physionomie, les profils, la psychologie d'IG, un mix d'analyse fondamentale, d'analyse technique pour essayer de permettre aux clients de mieux comprendre le marché, de pouvoir réfléchir à comment intervenir sur le marché aussi. Alors, depuis ta carrière qui est relativement courte quand même, donc c'est pas très long, tu as fait, maintenant ça fait combien de temps sur les marchés? Sur la partie purement financière, entre les 2 courtiers par lesquels je suis passé, ça fait maintenant 5 ans, et ensuite un parcours auparavant au bancaire, comme je l'ai expliqué, qui a dû également durer quasiment 7 ans entre BNP et Robeco. Une douzaine d'années. Une douzaine d'années, c'est pas très long non plus. Ok, alors, dans cette période-là, dans cette fourchette, est-ce que tu as des anecdotes, des choses que tu as vues passer, soit des clients qui ont eu des comportements particuliers? Je ne te demande pas pour l'instant ni les performances, ni les résultats, ni les pires résultats que tu aies pu voir ou que tu aies pu obtenir, mais des anecdotes amusantes. Tu as dit, ah là, j'en suis resté un peu baba de ce qui s'était produit ce jour-là, soit d'un client, soit d'un professionnel, soit d'un courtier, des anecdotes particulières. L'événement, alors c'est un événement qui est macroéconomique, c'est pas forcément un événement lié aux clients, c'est vraiment un événement macro. Je pense que pour beaucoup de monde, c'était un peu un tournant d'ailleurs dans l'histoire financière telle qu'on la connaît. C'était la faillite de Lehman Brothers, très clairement. C'était le choc que personne n'attendait, c'était le risque systémique dans sa splendeur, si on peut appeler ça comme ça, avec effectivement un événement totalement inattendu de la part des marchés. Le fameux Black Swan, c'est à peu près ça finalement, hein, la révélation d'un événement que personne ne pensait possible, le fameux too big to fail. Bien là, ça s'avérait fou pour Lehman Brothers. Et je pense que les comportements boursiers également sur les marchés ont pas mal évolué depuis cet événement-là. Moi, mon souvenir le plus marquant, en tout cas, de cette partie financière pure, ça reste effectivement l'effondrement de Lehman Brothers. Après, les actions de banque centrale qui marquent parfois également, mais cette chute, et ensuite, l'effet d'autres courtiers, de gros courtiers également, de MF Global par exemple, sur les matières premières. Voilà, ça c'est également des souvenirs, on a l'impression que ce sont des mastodontes qui sont gros pour tomber. Et finalement, bien, les marchés horizon 2, donc les marchés sont en perpétuel mouvement, et c'est ça qui les rend également très attrayants. Tu étais déjà quand même sur les marchés au 11 septembre. Clairement, déjà sur les marchés le 11 septembre, mais à titre personnel. Voilà, c'était à l'époque, j'étais sur mon compte, donc voilà, pas de souvenir professionnel en tout cas de cette période-là. Je ne parlerai pas de 87, je n'étais pas encore né. Alors, performance. Quelle est la performance, soit que tu as réussi à titre personnel qui était la plus importante, soit que tu as vu d'un client qui était époustouflante, et c'était quoi, comment, quand, et sur quel marché, et combien surtout? Comme je fais de l'analyse maintenant depuis 4 ans et demi, en termes de performance, celle qui était la plus visible, on va dire, c'est les prévisions qu'on avait faites à l'époque, je n'étais pas chez IG, sur l'évolution du CAC. L'évolution du CAC, du DAX, notamment on anticipait déjà un DAX à 10 000 points, un CAC remonté à 4003, 4004, dès les premières interventions de la Banque Centrale Européenne. Il s'avérait clair que les marchés sortaient de 2 crises systémiques, la crise des subprimes aux États-Unis, suivie de la crise de la dette, qui n'était que l'onde de choc de la crise américaine, et le tournant pris par la Banque Centrale Européenne, la fameuse intervention de Mario Draghi, qui avait déclaré qu'il était prêt à faire tout ce qui était possible, nécessaire pour sauver l'euro, ajouter la petite phrase « et croyez-moi, ce sera suffisant ». Ça, c'était le tournant. Et à ce moment-là, on a vu que les marchés ont commencé rapidement à franchir la trajectoire, partir à la hausse. Les taux d'emprunt des pays fragiles très nettement détendus. Donc, c'était vraiment les prémices que le marché commençait à basculer sur un mode baissier, d'un mode baissier vers un mode haussier. Et là, effectivement, c'est des niveaux qu'on avait annoncés très en amont. Donc, ça, c'est quelque chose de très visible, même que la baisse de l'or, par exemple. Alors, on a beaucoup parlé, l'or qui atteint un niveau 1900, 1950 $ l'once. Il était prévisible déjà il y a 2 ans que le marché allait lâcher. L'or ne pouvait plus monter pour la simple et bonne raison que l'or, en grande partie, est un actif qu'on recherche pour valeur refuge, ça c'est très connu, mais c'est également un actif qu'on recherche pour se protéger contre l'inflation. C'est une excellente outil de couverture contre l'inflation, et on s'est rendu compte qu'après ces 2 crises, les risques d'inflation finalement étaient extrêmement faibles. Et donc on a vu que les banques centrales, notamment la Fed, fin 2012, début 2013, a commencé, fin 2013 pardon, mais il y avait déjà des rumeurs d'arrêt, de ralentissement du QE3 en 2013, et dès ces premières déclarations, l'once d'or a commencé à décrocher.
elle a décroché pas parce qu'il y avait moins de risques, c'est une chose, mais parce qu'également le fait que les banques centrales, notamment la Fed, commencent à laisser planer le doute sur plus E3, ça a laissé clairement entendre qu'il y ait une perspective haussière pour l'or parce que pas d'inflation en perspective, et l'inflation on est en plein dedans avec la Banque Centrale Européenne, voire plutôt le risque déflationniste aujourd'hui. Alors ça c'était les performances, mais tout n'est pas rose. Quels ont été les pires résultats? La journée catastrophique, la journée noire, donc tu voudrais oublier le souvenir. On veut pas oublier, mais on ne peut pas parce qu'on le dit publiquement, donc forcément il y a des traces de tout ça. Sur la plus mauvaise analyse que malheureusement j'ai réalisée, c'était d'ailleurs en 2012 également, 2013. La Grande-Bretagne, il y a encore 2 ans et demi, était confrontée à un risque de triple récession. Il y a eu 2 récessions et elle faisait face à une 3e récession. Donc c'est un scénario qui est extrêmement négatif. Et à l'époque, la livre évoluait sous la zone des 1,50 $, elle commençait à taper les 1,48, 1,47. Et à ce moment-là, je pensais qu'effectivement, vu le contexte particulier de la Grande-Bretagne, il y avait la possibilité, l'ouverture pour une 3e récession. Et donc qui aurait fait plonger la livre vers les 1,45, 1,40. Moi, je pensais très clairement qu'on allait entamer les supports et finalement la Banque d'Angleterre a réagi assez rapidement, le gouvernement britannique a réagi rapidement et finalement la livre est repartie assez rapidement, d'ailleurs au-delà des 1,50 en tout cas, et on voit aujourd'hui les niveaux, on en parlera tout à l'heure sur le câble, mais on est en train actuellement, d'ailleurs on se parle de tester quasiment les 1,70, donc je pense qu'effectivement il y a encore du potentiel de hausse, on en parlera dans quelques instants. Alors, là on te connaît mieux, on a un peu mieux compris la philosophie d'IG, sur quoi se basaient les conseils, les analyses que vous pouvez faire, un peu d'analyse fondamentale, un peu d'analyse technique. On a compris les performances, les pires résultats. Alors maintenant, bon, tu vois plusieurs clients, tu les vois passer, tu fais peut-être des séminaires, des formations, je ne sais pas encore, etc. Oui, avec IG, tout à fait. Bon, quand on est débutant, quel premier conseil devrais-tu donner à un débutant? Il vient juste de se mettre à la bourse, il commence, il y a un conseil, il dit c'est là-dessus que vous devez faire d'abord porter vos efforts et votre recherche, et votre éducation. Alors, sans hésiter, vraiment sans hésiter pour cette question-là, intéressez-vous, pour ceux qui débutent en tout cas sur les marchés, impérativement à l'économie réelle. Qu'est-ce qui fait l'économie? Ce sont les banques centrales, ce sont les politiques, ce sont les décisions de relance budgétaire, de réforme structurelle, ce sont les décisions de la Commission européenne, ce sont les décisions budgétaires aux États-Unis par exemple, ce sont les schémas financiers en Asie qui aujourd'hui posent peut-être problème, sur la partie crédit notamment. Donc il faut, avant de s'intéresser aux marchés financiers en tant que tel, de vouloir les traiter, de s'intéresser au contexte économique, et de savoir finalement ce qu'on peut traiter, ce vers quoi on veut aller, et en fonction de ça, s'intéresser à la zone concernée. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beau dire, on peut s'intéresser qu'à l'Europe par exemple, au CAC, qui est l'indice franco-français, mais le CAC reste en grande partie dépendant des flux d'investissement étrangers aujourd'hui. Donc nier le fait qu'il y a une relation entre l'économie mondialisée et l'Europe puis la France, c'est une erreur. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut s'intéresser à la macroéconomie globale, et parce que les corrélations, les impacts et les effets on va dire, de vagues sont aujourd'hui très importants. Encore une fois, je reviens à cet exemple-là, la crise des subprimes par exemple. Pourquoi il y a eu une crise de la dette en zone euro? Parce qu'il y a eu une crise de subprime au départ. Sans crise de subprime, il n'est pas dit que la Grèce était en grosse difficulté, même s'il avait déjà une dette par rapport au PIB qui explosait, mais la réaction des marchés aurait été beaucoup moins virulente et beaucoup moins méfiante à l'égard de la zone euro s'il y avait la crise de subprime. Donc on voit bien les effets de corrélation, les mécanismes en chaîne qui se produisent. Donc pour un débutant, effectivement, intéressez-vous prioritairement à l'analyse fondamentale, et l'analyse technique viendra naturellement en fait. Ensuite, quand on cherche à entrer dans le marché, on commence à regarder les niveaux, les supports, les résistances, les moyennes mobiles, et là on commence à appréhender la partie technique. Mais voilà, ce serait mon conseil aujourd'hui. Le débutant doit surtout se concentrer sur l'analyse fondamentale. Je te laisse la responsabilité de cette affirmation, c'est ton choix. Alors, ça c'est pour le débutant. Alors, pour celui qui est déjà confirmé, qui gagne un peu, qui commence à gagnoter un petit peu, mais qui veut mettre l'accélération, vraiment gagner sérieusement, quel conseil devrait-on lui donner? Le conseil de patience, justement. Le conseil d'attendre l'opportunité de rentrer au bon moment dans le marché. Justement, de ne pas multiplier forcément les opérations, mais au contraire, de les cibler. De cibler en fonction de plusieurs éléments. Donc, éléments techniques, et on y revient. Vous avez parfois des éléments de convergence. Évidemment, quand un marché corrige, il va corriger en se redirigeant vers un retracement de Fibonacci, par exemple. La correction aura été initiée par une déclaration, par exemple par un mauvais chiffre, par un élément macro. Et ensuite, on va taper un support qui peut être horizontal et parfois oblique. Donc,
à ce moment-là, on a une convergence d'éléments qui fait qu'en termes de probabilité de rentrer au bon moment dans le marché, on a quasiment le meilleur ratio rendement-risque. Et c'est ça pour les confirmes aujourd'hui, ceux qui traitent déjà depuis des années, c'est d'arriver à rechercher ce meilleur ratio. Et c'est pas forcément de faire un aller-retour en 2 minutes, c'est de se dire je rentre dans le marché pour savoir ce que je vais y chercher, quel est mon objectif final, et avec quel levier j'y rentre, avec quel risque je prends, et quels seraient les scénarios négatifs qui feraient invalider mon hypothèse de départ. Et encore une fois, donc je pense qu'aujourd'hui, pour en confirmer, c'est ça qu'il faut faire, c'est de cibler le moment, et on le voit, beaucoup de gens, et j'en fais partie, attendent la correction sur les marchés, notamment les marchés américains, quand on voit le S&P sur des niveaux extrêmement élevés, il y a des éléments techniques qui, s'ils sont atteints, qui donneraient un signal de vente beaucoup plus pertinent qu'il n'est aujourd'hui. Pour moi, c'est des signaux de vente qui ne sont pas avant les 1900, vous voyez. À court terme, il y a 1915, mais les niveaux moyen terme donnent une impulsion baissière sur plusieurs jours, plusieurs semaines, qui seront des niveaux sous les moyennes mobiles en daily, par exemple. MM50, MM100, plus une cassure de support, d'une oblique haussière, plus une cassure de support horizontal. Et là, effectivement, on aurait trois éléments, plus un contexte économique, plus éventuellement une volatilité qui pourrait reprendre, ce qui fait qu'on a beaucoup d'éléments qui laissent penser que le marché peut accélérer sa baisse. Donc voilà, c'est mon conseil pour en confirmer. On voit un petit peu ces différents conseils et qui doivent être repris un peu dans les formations d'IG. Quelles sont les formations d'IG que IG donne sur le trading, sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale? Ce sont des formations extrêmement larges. On a mis l'accent cette année, et vous l'avez sûrement vu avec le Market Live que j'anime tous les matins, sur l'aspect analyse, décryptage des marchés, et surtout on décortique ce qui impacte le marché. Quand on écoute la Banque Centrale Européenne, par exemple, qu'on est un débutant, quand on parle de LTRO, quand on parle d'ABS, quand on parle de taux négatifs, nous on est là pour expliquer ce que sont ces éléments-là et en quoi ils peuvent impacter le marché. Savoir que la BCE a fait un taux négatif, en soi ça n'apporte pas grand-chose, il faut savoir ce qu'est un taux négatif. Donc on a ce côté pédagogique sur la partie macro, ça c'est mon rôle et je fais la partie macro et technique, et ensuite il y a d'autres formations plus pratiques, comment on utilise l'effet de levier, la plateforme Royal Time également, qu'on a chez IG. Donc il y a tout type de formations qui sont soit pratiques, et la plateforme à la maîtrise, passer un ordre, mettre un restop, quelques stops traînants, qu'est-ce que l'effet de levier, qu'est-ce que le VIX, voilà, des choses comme ça. Il y a des vidéos également, qui sont des vidéos de formation, et puis on va mettre l'accent, et c'est ce qu'on fait actuellement, sur les conférences. Donc on se déplace, j'étais ce matin encore, hier soir à Marseille, donc ce matin, on était à Lyon il y a quelques semaines également, donc on se déplace également, on a beaucoup de clients qui ne sont pas sur Paris, et donc on va également à leur rencontre. Moi je m'occupe de la partie analyse, donc la partie client, c'est vraiment un desk spécial qui s'en occupe.